Donc merci beaucoup d'être là. Je ne remercie pas tout le monde parce qu'il y en a quelques-uns que je connais un peu et qui vont me donner l'impression de radoter parce qu'ils m'ont déjà entendu et ils en savent au moins autant que moi sur la décroissance. Bon, je les aime pareil, mais c'est pas très évident de redire devant eux ce que j'ai déjà dit. C'est une conférence que j'ai conçue surtout comme une introduction à la décroissance, donc pour des gens qui connaissent pas ou mal le sujet. Un autre élément d'introduction, donc je dois beaucoup dans ma compréhension de la décroissance à quelqu'un qui s'appelle Louis Marion, qui est un philosophe québécois qui n'est pas du tout connu, qui vit sur le PS, pas du tout de situation académique, mais qui est probablement un des très bons intellectuels québécois à qui je dois beaucoup. Donc ce que je vais dire de bien, s'il y a des choses de bien, ça viendra de lui. Des bêtises seront de moi. Des bêtises, je vais forcément en dire pour une raison qu'il est important, je crois, de souligner. Quand on s'intéresse à la question de la décroissance, on est obligé en fait de s'intéresser à beaucoup de sujets différents. Et on est obligé d'être transdisciplinaire. C'est la force d'une approche transdisciplinaire. Donc ça force à aller sur des terrains qu'on ne connaît pas en fait. Je pense que par contre, pour affronter un certain nombre de difficultés de notre monde aujourd'hui, il faut précisément sortir de ces spécialités. Il faut faire de la transdisciplinarité par principe, parce que c'est vraiment la condition pour tenter de comprendre et résoudre éventuellement les difficultés auxquelles on fait face. Donc pardon si je dis des bêtises, puis la discussion sera l'occasion de les corriger. Alors j'ai conçu ça en deux parties, tout simplement. D'abord, c'est quoi la décroissance? Et donc ça suppose aussi de répondre à la question c'est quoi la croissance? Donc première partie autour de ça, d'un travail de clarification de ce que c'est que la décroissance. Puis la deuxième partie sera plutôt l'occasion de répondre à des objections relativement classiques concernant la décroissance. Donc c'est une façon d'un peu d'éliminer du débat déjà certains éléments. Il y aura bien sûr de la place pour d'autres questions ensuite. Donc j'attaque avec la première partie, c'est quoi la décroissance? Au départ, c'est essentiellement un mot, un slogan qui a été lancé au début des années 2000 en France, comme certains l'ont dit, comme un mot obus, un mot qu'on va lancer, qu'on va utiliser pour pulvériser quelque chose, en l'occurrence pulvériser une évidence, un dogme qui est celui de la croissance économique. Donc il y a à peu près un peu plus de 10 ans maintenant. Pour tous ceux que nous appelons nos responsables, on va mettre plein de guillemets autour de nos responsables, la croissance économique est une nécessité absolue pour assurer notre bien-être individuel et collectif. Alors la décroissance, c'est quoi? C'est d'abord et avant tout une critique, un refus, un rejet, une remise en question de cette conviction. Alors qu'est-ce que c'est que la croissance, qui nous est présentée comme une nécessité? Rappel rapide, peut-être trop rapide, mais là, il faut le faire. La croissance, c'est la hausse de la production de biens et de services ayant une valeur monétaire, donc production assurée par une population donnée sur un territoire donné. De manière schématique, c'est finalement la hausse de la production de marchandises, que mesure le fameux PIB, produit intérieur brut. Bon, donc voilà pour le rappel élémentaire de la croissance. Pourquoi prôner la croissance? Pourquoi valoriser la croissance? Donc elle est considérée comme une condition nécessaire, pas suffisante, mais nécessaire, au fonctionnement harmonieux de nos sociétés. Là aussi, en gros, schématiquement, on présuppose que produire toujours plus de marchandises pour satisfaire toujours plus de besoins est censé contribuer au bonheur de tous. Cette justification et la conception du bonheur sur laquelle elle repose est relativement récente. Elle a été formulée de manière officielle, je dirais, notamment au cours du XVIIIe siècle, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis une des formulations les plus célèbres est sans doute celle de Adam Smith, dans sa célèbre Enquête sur les causes et la nature de la richesse des nations, parue en 1776. C'est vraiment son texte repose sur cette idée-là, qui est que le bien-être, le bon fonctionnement de nos sociétés suppose finalement la capacité à produire toujours plus de marchandises. Alors cette valorisation de la croissance économique, c'est depuis imposé à peu près partout dans le monde, chez tous nos responsables politiques, de droite comme de gauche, y compris les plus critiques. Si vous avez suivi d'un peu près la campagne en Grèce, par exemple, vous avez vu que Syriza
a fait de la relance de la croissance une de ses promesses électorales essentielles. Donc même la gauche dite radicale est encore aujourd'hui croissanciste. Podemos en Espagne semble l'être également. Mais QS au Québec est aussi, ou en tout cas QS est, bon, on discute en interne, mais à l'externe, officiellement, on n'est pas contre la croissance. Alors, ça c'est la justification. Et la science économique joue un rôle clé dans la justification de la croissance. Depuis l'origine de la science économique, il y a un énorme travail qui est fait de ce côté-là. Maintenant, si on regarde les choses au-delà de la justification classique, qui a vraiment besoin de croissance, en fait, au départ, à l'origine? Ceux qui ont besoin de croissance, c'est ceux qui vivent de la vente de marchandises. C'est ceux qui en ont fait leur activité centrale, c'est-à-dire les marchands, au départ. Ou, dit autrement, les capitalistes. C'est quoi un capitaliste? C'est quelqu'un qui cherche, c'est Marx qui le définissait comme ça, quelqu'un qui cherche à faire de l'argent avec de l'argent en vendant des marchandises. Donc lui, effectivement, son souci, c'est la croissance. Bon. Alors pourquoi ce souci, cette préoccupation, qui est celle du marchand au départ? Est-ce que ça va? Il n'y a pas trop de... Baisser un peu. Baisser de ta bouche. Peut-être ici aussi, non? Moi, je suis un peu gêné. Donc pourquoi ce souci, cette préoccupation qui est celle du marchand, du capitaliste au départ, pourquoi ce souci, cette préoccupation devrait aussi être les nôtres, à nous qui, comme vous et moi je suppose, justement ne sommes pas des marchands. On n'est pas des marchands, on n'est pas des capitalistes, et pourtant il faudrait qu'on s'en soucie. Pour une raison simple, là aussi que vous connaissez, on est plutôt dans le rappel des évidences, mais je crois que ce rappel est important. Parce que pour vivre, il nous faut, pour la plupart d'entre nous, il nous faut finalement vendre notre force de travail à ces marchands. Et ces marchands n'achèteront notre force de travail contre un salaire que si cette force de travail leur permettra de faire de bonnes affaires, c'est-à-dire en fait de vendre beaucoup de marchandises. Donc voilà pourquoi la croissance économique nous concerne de très près, très directement. Nous en dépendons donc directement en tant que salariés, et ce statut-là est la condition pour nous pour vivre, pour subvenir à nos besoins. Mais on en dépend aussi en tant que consommateur de marchandises. Qu'est-ce qu'on consomme? De quoi vit-on? Essentiellement de marchandises. Donc l'activité des entreprises, évidemment, est décisive pour nous aussi sur ce plan-là, même si on n'est pas salarié. Et puis on en dépend aussi en tant que bénéficiaire de certains services publics, financés au moins en partie par des impôts qui sont perçus sur les fruits de cette croissance. Donc une dépendance très étroite de notre sort quotidien avec la croissance et donc avec l'activité de ces marchands. Donc nos sociétés, telles qu'elles sont bâties actuellement, présupposent la croissance. Elles ont besoin de croissance, elles carburent à la croissance. Sans croissance, c'est le chômage et son cortège de misère et qui ne peuvent qu'augmenter. C'est les caisses de l'État qui se vident, etc. Bon, un tas de problèmes qu'on connaît. Alors, donc, des sociétés croissancistes dans lesquelles nous vivons. Alors pourquoi s'opposer à la croissance? Pourquoi faire la critique de cette course à la croissance, de cette course à la production de marchandises? Pour essentiellement trois raisons. Si on fait le tour un peu de l'idéologie de la décroissance, des penseurs de la décroissance, trois grandes raisons qui sont évoquées en général. La première est la plus évidente, c'est la raison écologique. La croissance, elle est destructrice sur le plan écologique. On ne peut pas produire toujours plus de marchandises sans consommer toujours plus de ressources naturelles et sans générer toujours plus de déchets. C'est quelque chose qui est incontournable. On peut bien sûr on peut dégrader, consommer plus ou moins, on peut produire plus ou moins de déchets, mais on en produit toujours. Or aujourd'hui, les indices d'un dépassement des limites écologiques de notre planète s'accumulent. Pour prendre une image, si la Terre est quelque chose comme un garde-manger, ce garde-manger est en train de se vider toujours plus vite. Et par ailleurs, la poubelle se déborde toujours davantage. Donc ça, c'est nos déchets. Le risque, il est clair, il est formulé de manière de plus en plus nette là, par les spécialistes de ces questions. Le risque, c'est l'effondrement de notre civilisation, tout simplement. Soit par manque de ressources, soit par excès de déchets. Et cet effondrement, beaucoup pensent qu'il pourrait bien se jouer dès ce siècle-ci. C'est pas vos enfants, vos petits-enfants, c'est vous-même qui pourriez commencer à en subir les effets. Et l'effondrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment, probablement, une baisse de la démographie humaine considérable. L'incapacité à nourrir une grande partie de l'humanité. Pas forcément brutal, mais en tout cas sur une période relativement courte, c'est ce qui pourrait se produire. Donc voilà la première raison, la plus évidente. Pourquoi s'opposer à la croissance? Parce qu'elle nous conduit dans le mur sur le plan écologique.
La deuxième raison est plus classique, mais il faut la rappeler parce que souvent on associe simplement décroissance à la critique écologique, mais la décroissance ne se soucie pas seulement de l'écologie, elle se soucie aussi beaucoup de questions de justice, hein, et beaucoup de la question des inégalités. Donc cette croissance, elle est injuste parce qu'elle tend à favoriser toujours une minorité d'entre nous, hein, qui se trouve en position d'exploiter le travail de la majorité, des marchands dont je parlais tout à l'heure. Hein. La croissance, cette course, elle repose sur une inégalité de départ. Hein. Il y en a qui ont les moyens de production, c'est-à-dire les moyens d'existence, et qui sont donc en position de faire travailler les autres à leur service, à leur profit. Donc, la croissance présuppose une inégalité et elle ne peut finalement que reproduire ou aggraver cette inégalité, sauf si on met en place des mécanismes qu'on a vu parfois mis en place. Ce n'est pas le cas actuellement. Donc on a une forme d'injustice intragénérationnelle qui est nécessairement associée à cette course à la production de marchandises, bon, puis qui donne lieu à toutes ces inégalités dont on parle beaucoup depuis 10-20 ans maintenant. Je vous rappelle la conclusion de l'introduction du rapport du PNUD 2014, qui dit tout simplement le PNUD, donc Programme des Nations Unies pour le Développement. Le monde est plus inégalitaire aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc après 60 ans d'aide au développement, finalement, oui, il y a eu de la croissance, et parfois une croissance très forte, mais il y a aussi une très forte croissance des inégalités, y compris dans les pays qui en ont le plus bénéficié. Donc injustice intragénérationnelle, injustice qu'on va pouvoir mesurer à l'intérieur de nos États-nations, et puis évidemment entre États-nations également, dans une marge. J'y reviendrai là-dessus. La croissance, elle est injuste aussi, évidemment, parce que tout ce qu'on détruit aujourd'hui, tout ce qu'on consomme aujourd'hui, va fragiliser les conditions d'existence des générations futures. Donc là, on a une injustice intergénérationnelle, pas seulement intragénérationnelle. Donc c'est les humains du futur qu'on met en difficulté, bon, au nom de notre bien-être présent. Et puis, dernier élément auquel m'ont sensibilisé quelques amis anglophones, d'ailleurs, plutôt, c'est qu'on peut dire que la croissance, elle est injuste aussi parce qu'elle réduit les possibilités d'existence des autres êtres vivants sur la planète. C'est-à-dire que plus on croît économiquement et démographiquement, plus en fait on réduit les possibilités d'existence des autres êtres vivants, et notamment de ceux qui nous sont proches en termes de sensibilité, des animaux sensibles. Donc il y a aussi une injustice interespèce, au nom de quoi on pourrait finalement être la cause de la disparition de tous ces autres êtres vivants. Qu'est-ce qui va justifier? Donc ça, c'est la deuxième série d'arguments. Premier argument, pourquoi décroître pour des raisons écologiques. Deuxième argument, pour des raisons de justice. Troisième argument, et souvent le moins connu, le moins évident, qui me paraît pourtant tout à fait important à souligner, puis qui est peut-être une caractéristique de la décroissance, tout ça moins dans d'autres discours critiques, consiste à dire que cette croissance, cette course à la production de marchandises, elle est profondément aliénante. Autrement dit, elle nous empêche d'être nous-mêmes, de rester maîtres de nous-mêmes. Je l'ai un peu suggéré dans mon introduction en rappelant ce que c'était que la croissance et pourquoi on était tous pris dans cette croissance. Cette course, elle est extrêmement contraignante en fait, pour tout le monde, qu'on le veuille ou pas. Si on veut bouffer, oui, il faut aller sur le marché. Ouais. Et puis, les choix que je vais faire pour étudier, par exemple, je vais être obligé de me soucier d'études qui vont me rapporter. Pas forcément faire ce que j'ai envie de faire, je vais pas forcément faire ce qui va me permettre de m'accomplir moi-même. Je vais faire ce qui va me permettre de trouver une job. Bon, c'est ça la contrainte. Donc, quitte à faire un truc qui ne m'intéresse pas du tout. Mais une fois qu'on est sur le marché, il y a quoi? Il y a l'angoisse, le désespoir, quand on perd son emploi. Il y a la peur, le stress qu'on va éprouver quand on a la chance d'avoir un emploi. Et il y a le surinvestissement dans le travail, pour garder sa place, essayer d'en gagner quelques-unes, grimper. Il y a tout ce qu'on va consommer pour tenir le coup, des substances légales, illégales, pour essayer de faire face à cette course, de tenir sa place. Et puis ça va se traduire par des choses comme les épidémies d'épuisement professionnel qu'on connaît depuis quelques décennies aussi, et puis les épidémies de burn-out, les épidémies de dépression aussi, qui sont pour une part des symptômes aussi de la dureté de cette course à la croissance. Donc cette course, elle est très aliénante, elle est très épuisante, mais elle est aussi dans une large mesure insensée. Je cite toujours ce passage de Bukowski qui résume un peu notre sort à tous, surtout à nous tous salariés. Je le cite, donc comment diable un être humain peut-il se réjouir de se faire réveiller à 6h30 du matin par une alarme, sauter du lit, s'habiller, se forcer à avaler quelque chose, chier, pisser, se brosser les dents et les cheveux, puis affronter les embouteillages pour aller faire gagner un paquet de fric à quelqu'un qui s'attend en plus à ce qu'on lui en soit reconnaissant. Voilà,
en résumé un peu caricatural, mais le sort du salarié dans une société de croissance. Alors, ce qui est important de souligner, donc c'est effectivement insensé, et puis ça se traduit quand même par des résultats aujourd'hui qu'on peut même mesurer. Je ne suis pas un grand adepte de la mesure. On a un certain nombre de travaux qui montrent aujourd'hui qu'il n'y a plus vraiment de corrélation entre croissance économique et bien-être dans nos sociétés. Que ce bien-être soit mesuré subjectivement, c'est-à-dire comment vous vous sentez, soyez-vous heureux, vous sentez-vous heureux ou pas, ou que ce bien-être soit mesuré objectivement, par exemple en évaluant l'espérance de vie, le niveau d'éducation, etc. En fait, on se rend compte qu'à partir d'un certain niveau de PIB, qui est largement dépassé partout en Occident, en fait, il n'y a plus de corrélation entre hausse du PIB et puis ces indicateurs de bien-être. Bon, là, on est très très haut. Donc ça validerait un peu cette idée que finalement, la croissance ne tient pas ses promesses en termes de bien-être, bien au contraire. Alors voilà, d'où la proposition d'une décroissance soutenable. On dit soutenable pourquoi? Pour la différencier d'une décroissance forcée, c'est-à-dire pour dire qu'il s'agit bien d'un mouvement volontaire, choisi, assumé. Une décroissance soutenable qui repose essentiellement sur trois idées, qui sont en fait trois manières de répondre aux trois critiques que je viens d'évoquer. Qu'est-ce que c'est que décroître? C'est d'abord produire moins, produire beaucoup moins. Alors, là aussi, on associe beaucoup de décroissance au fait de consommer moins. Bien sûr qu'il faut consommer moins, mais il faut d'abord produire moins. On consomme autant parce qu'on produit autant. Donc produire moins, donc pour satisfaire à l'exigence de soutenabilité. Partager beaucoup plus, donc avec les autres humains, partager aussi avec les générations futures, partager aussi avec les autres êtres vivants. Donc là, par souci de satisfaire l'exigence de justice que j'évoquais tout à l'heure. Et puis troisième idée, troisième principe, qui serait décider vraiment. Autrement dit, reprendre un peu le contrôle sur nos existences. Cette course à la croissance, comme j'ai essayé de le faire sentir tout à l'heure, finalement, elle est lente, c'est-à-dire qu'en fait, elle nous empêche d'être autonome, de contrôler notre mode de vie. Je n'ai pas évoqué un autre élément clé de la course à la croissance, c'est la place considérable qu'occupent dans cette course les machines, les techniques, et les techniques modernes, qui reposent sur des machines dans une large mesure et sur des macrosystèmes. Bon, ces machines, elles aussi, finalement, décident pour nous bien souvent. Dans une large mesure. Alors on aime à se représenter les choses comme nous étant des sujets et ces machines des moyens, des objets à notre service. En fait, quand on regarde leur fonctionnement, quand on regarde notre rapport à ces machines, on peut en arriver à la conclusion inverse, c'est-à-dire que nous serions au service des machines. Regardez la relation qu'on a avec nos ordinateurs, regardez la relation qu'on a avec nos automobiles, par exemple. Dans une large mesure, on peut soutenir qu'il y a une espèce d'inversion de la relation entre machine et utilisateur. Donc voilà pour les trois principes. Produire vraiment, partager plus, décider vraiment. Produire moins, pardon, partager plus, décider vraiment. Évidemment, ça débouche sur une remise en question tout à fait fondamentale de notre mode de vie. Alors j'en arrive à la deuxième partie de ma présentation, donc les réponses à des objections. Cette proposition pour l'instant très vague de la décroissance. Première objection qui est peut-être aujourd'hui une des plus fortes. Est-ce que finalement cette critique de la croissance, elle n'est pas d'ores et déjà caduque? C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'il est encore possible de connaître une croissance économique dans nos sociétés? C'est vrai qu'on est obligé de constater qu'il n'y a pratiquement plus de croissance en Occident déjà, d'ores et déjà. Donc peut-être que crier contre la croissance aujourd'hui, ça va être peut-être plus simple, parce qu'on est peut-être même plus capable de la produire. C'est ce que certains économistes suggèrent. En tout cas, on parle de stagnation séculaire, c'est Larry Summers là, qui le disait il y a peu de temps. Donc sous-entendu, voilà, on ne connaîtra plus de croissance pour un sacré moment, mais il n'est pas le seul à l'avoir dit. Donc peut-être que la critique de croissanciste perd en partie sa pertinence dans un tel contexte. Une autre question qu'on peut se poser, c'est ceux qui pourraient éventuellement contribuer à relancer la croissance aujourd'hui, c'est-à-dire en fait essentiellement les détenteurs de capitaux, les fameux capitalistes dont je parlais tout à l'heure, est-ce qu'ils y ont intérêt? Une autre question qu'il faut poser aujourd'hui.
C'est pas sûr, parce que si on regarde l'état de leurs affaires vont assez bien en fait. Leurs affaires vont plutôt bien en termes d'accumulation de capital, ça se passe très très bien, sans forcément qu'il y ait croissance. Donc on a eu accumulation de capital et sans qu'il y ait une croissance très très soutenue. Il y en a eu, mais très 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 légère. Et pourtant, l'accumulation va très bon train. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin la note que vient de sortir l'IRIS là, sur la surépargne des entreprises québécoises. Là, bon, ça va vraiment très bien quoi, sur les comptes en banque, si on peut dire, d'un certain nombre de grandes multinationales québécoises. Il n'y a pas de problème en termes d'accumulation. Ce qui vient contredire le fait que si on ne vient pas les embêter, ces entreprises vont investir, ce qui va être bon pour la croissance, c'est pas du tout ce qui se passe. Donc ils accumulent beaucoup, sans investir, donc sans du tout relancer la croissance. Et effectivement, pourquoi s'embêter à produire des marchandises? C'est quand même pas évident. Marx le disait lui-même, c'est jamais gagné quand même. Hein. On lance dans la circulation du capital, on va aller avec ce capital, on va essayer de produire des marchandises. Il faut que ces marchandises, faut les produire, puis il faut réussir à les vendre. Donc c'est pas gagné quand même hein, de faire du fric avec cette circulation capitaliste. Donc si on peut faire du fric sans produire de marchandises, pourquoi se gêner en fait? C'est peut-être un peu la situation actuelle. Celui qui le dit bien aujourd'hui au Québec, il me semble, c'est Éric Pigot qui fait une réflexion très intéressante là-dessus. Alors cela dit, peut-être effectivement que ça peut être une stratégie aujourd'hui dominante dans le monde des affaires. Il reste que nos sociétés présupposent néanmoins la croissance. Et elles ne peuvent que très mal supporter la stagnation actuelle. Elles continuent d'être des sociétés de croissance, dans une large mesure. D'où aussi les problèmes grandissants d'une partie de la population qui effectivement ne participe plus à cette production de marchandises. Alors, donc à mon avis, ça laisse toute sa pertinence au projet d'une décroissance. Donc d'une décroissance qu'il faut envisager essentiellement comme une bifurcation. Comme le dit un autre penseur de la décroissance en France, il s'agit non pas tellement de retourner en arrière, mais de faire un pas de côté, de sortir d'une trajectoire, de sortir de la logique croissanciste dont nous sommes prisonniers malgré tout. Alors voilà pour la réponse à la première objection. Deuxième objection classique, est-ce que vous ne tapez pas un peu trop fort? Est-ce que ce changement radical que vous proposez, est-ce qu'il est absolument nécessaire? Pourquoi pas le développement durable? Pourquoi pas une solution plutôt réformiste? Pourquoi pas une tentative d'ajustement entre croissance, justice sociale et puis soutenabilité écologique? Je crois que tant que en tout cas ce qu'on répond en général du côté de la décroissance, l'idée que je partage, tant que la croissance reste un objectif, je crois que le problème reste entier, notamment sur le plan écologique. Au mieux, le développement durable permettra de repousser l'échéance à plus tard, de retarder peut-être le risque d'effondrement. Comme on dit méchamment, on va polluer moins pour polluer plus longtemps. Et puis quand on regarde maintenant, quand on fait le bilan aussi de maintenant un peu plus de 30 ans, un peu 30 ans, pas 30 ans, 25 ans, presque 30 ans de développement durable, ça fait la fin des années 80 que le développement durable est mis en orbite par les grandes organisations internationales. Si on fait le bilan de ce qui s'est passé depuis, on réalise que la dégradation écologique n'a absolument pas ralenti depuis que l'idéologie du développement durable donc, a été mise de l'avant. Par nos autorités politiques et économiques. Il faut garder ça en tête. C'est peut-être pas pour rien que ça a été fait. Ce qui fait qu'on peut voir finalement, et c'est la position que je défendrai, j'ai mis du temps à voir les choses comme ça, mais plus ça va, plus je vois les choses ainsi, on peut voir le développement durable comme une idéologie en fait très dangereuse. Bien plus que celle des climato-sceptiques. Tous les climato-sceptiques, finalement, ils ne trompent pas grand monde. Encore un peu, mais pas grand monde. Ils font mettre leur panneau sur la 40, pas grand monde les prend au sérieux, on les voit venir. Le développement durable me paraît beaucoup plus dangereux. Pourquoi? Parce que c'est un discours qui nous endort, en fait. C'est un discours qui nous endort parce qu'il nous rassure. Il nous rassure beaucoup, il dit finalement, on va s'en sortir. On ne va rien changer d'essentiel et on va s'en tirer quand même. Bon. Il me semble, compte tenu de la situation actuelle, qu'on ne s'en sortira que s'il y a effectivement changement radical de direction, s'il y a bifurcation, s'il y a un véritable pas de côté. Pourquoi? Parce que une croissance infinie dans un monde fini, ça n'est pas possible. Il faut le rappeler, le marteler, il faut le répéter sans arrêt. Et c'est bien pourtant le présupposé du développement durable. On va pouvoir continuer quand même à croître indéfiniment. Donc continuer sur la lancée actuelle, c'est courir vers l'effondrement. Voilà pourquoi non au développement durable. Alors, sans même parler de développement durable, est-ce qu'on ne pourrait pas quand même avoir quelque chose comme une croissance verte?
est-ce qu'on ne pourrait pas régler la question écologique? Donc on laisse de côté les questions de justice, la question d'aliénation, du caractère insensé, ça on le laisse de côté, ce qui est très problématique. On va se concentrer juste sur la possibilité d'une croissance verte. Donc là, c'est un débat un peu plus technique, pas forcément très compétent. Et si on prend les propositions une à une, ça donne à peu près ceci. La première proposition, la plus classique, celle que mettent de l'avant les défenseurs de la croissance, c'est écoutez, on va essayer de trouver des substituts à nos ressources les plus cruciales, nos ressources les plus fragiles. On va essayer de leur trouver d'autres ressources. C'est bien sûr quelque chose qu'il faut faire, qu'il va falloir faire, toujours plus. C'est un incontournable. Mais par contre, ça ne suffira pas. Ça suffira pas. On va à nouveau buter sur des limites. Si on reste dans la perspective d'une croissance, on va buter sur des limites essentielles quand on va toucher à certaines ressources clés. Par quoi est-ce qu'on va remplacer de l'eau buvable, de l'air respirable, de la terre cultivable? Où sont les substituts? Autre problème, inconnu, mais tout à fait intéressant, quel substitut va-t-on trouver au sable? Le sable qui est surutilisé aujourd'hui dans la construction et dans les travaux publics, notamment la construction des routes, qui est la troisième ressource la plus consommée au monde actuellement, après donc l'air et l'eau. Et le sable qui commence à se raréfier, absolument, pas seulement relativement, mais absolument. Qu'est-ce qu'on va faire quand on n'aura plus de sable disponible? Chose qu'on ignore. Qu'est-ce qu'on va faire quand on n'aura plus de phosphore, de phosphate, les phosphates qui sont indispensables à l'agriculture industrielle? Bon, là, on voit arriver la fin de cette ressource, et on ne sait pas du tout comment on pourrait à la fois avoir une agriculture industrielle et en même temps un substitut à cette ressource. Mais peut-être plus crucial encore, plus essentiel, quel substitut aux énergies fossiles? Là aussi, je suis étonné, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais je suis étonné de voir à quel point on souligne de trop peu que les énergies fossiles sont des énergies extraordinaires, c'est-à-dire n'ont pas de réel substitut aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une source d'énergie excessivement concentrée, par ailleurs facilement stockable et facilement transportable. Il n'y a pas d'équivalent, il n'y a rien qui peut nous permettre de remplacer aujourd'hui, donc à travail égal, ces ressources-là. Et on fait comme si on allait pouvoir le faire. Alors, la révolution industrielle, et donc la croissance faramineuse de nos sociétés, a reposé sur ces énergies fossiles. Alors même qu'on en voit la fin aujourd'hui, en tout cas qu'on voit la fin d'un accès relativement facile, peu onéreux à ces ressources, on fait comme si on allait trouver on allait être capable de produire autant, de produire plus, puisqu'on reste dans une optique de croissance, avec des énergies qui n'ont pas du tout le même potentiel. Donc là, il y a aussi un vrai problème. Dernière limite, on va dire, écoutez, on va remplacer les ressources non renouvelables par les ressources renouvelables. Il faut faire très attention. L'appellation ressources renouvelables est un vrai problème aussi. Et une ressource renouvelable ne l'est que jusqu'à un certain point. Le jour où vous avez détruit une espèce de poisson, elle n'est plus renouvelable. Elle n'existe plus. Si vous n'allez pas la réinventer, c'est fini. Donc, a priori, effectivement, une espèce animale est renouvelable, sous certaines conditions qui ne sont pas respectées bien souvent. Donc attention. Donc la stratégie des substituts, bien sûr qu'il faut le faire, mais ce n'est pas ce qui va nous permettre d'assurer cette croissance indéfinie. On va buter sur le but. Autre stratégie, la dématérialisation de l'économie. On va développer une économie de l'information, du savoir, de la connaissance, dont l'impact matériel est finalement très réduit, et donc ça va nous sauver. On va pouvoir à la fois avoir une croissance et en même temps un impact écologique qui va décliner. Contre cette stratégie, il faut rappeler là aussi quelques évidences. Je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que c'est des choses qu'on sait tous, qu'on sent tous. D'abord, rappeler que les activités tertiaires n'ont pas remplacé les activités industrielles. Elles s'y sont ajoutées. Les activités industrielles, elles ont été délocalisées. Alors, il y en a beaucoup moins chez nous, mais elles sont ailleurs. Et puis leurs effets, notamment en termes de pollution, ils sont transfrontaliers. Enfin, bon, c'est pas seulement les Chinois qui vont avoir des problèmes de pollution. C'est bien la planète tout entière. Donc, première chose. Deuxième chose, cette fameuse économie du savoir et de l'information, elle est excessivement gourmande, notamment sur le plan énergétique. Les études se multiplient, montrent qu'il faut finalement beaucoup d'énergie pour pouvoir utiliser régulièrement un iPhone, par exemple. Mais ça suppose aussi des infrastructures qui sont souvent très lourdes. Tout ça, évidemment, on ne le voit pas, c'est caché, c'est en dehors de notre monde, on n'en a pas conscience, donc on a l'impression d'une forme de dématérialisation, mais qui est totalement fausse. Il y a une très forte
matériel aussi de ce type d'activité économique. Et puis donc, dernier argument un peu élémentaire, l'idée qu'il y aurait une marchandise immatérielle, bon, on n'a pas de sens. Enfin, on ne peut pas vendre quelque chose de totalement immatériel. Vous n'allez pas pouvoir le vendre. Vous allez pouvoir donner de l'amour, peut-être, mais pour le vendre, ben, il y a une forme de matérialité. C'est-à-dire qu'il faut au moins un humain qui est là, qu'il va falloir nourrir, loger, habiller, souvent équipé. Enfin, donc on peut bien vouloir développer le service, il va falloir une forme de matérialité qui va se développer avec. Donc, limite aussi du côté de la stratégie de la dématérialisation. Troisième stratégie, très souvent mise de l'avant, bah écoutez, on va au moins mieux utiliser nos ressources. Hein, donc on va faire dans l'éco-efficience. Alors une des variantes aujourd'hui de cette stratégie, c'est quelque chose sur lequel certains de mes collègues travaillent ici, donc c'est le projet d'une économie circulaire. Donc on pourrait avoir une économie qui ne produirait plus de déchets en fait, et dont les déchets seraient finalement une ressource pour d'autres activités. Donc il y aurait amélioration de la productivité dans l'usage des ressources et puis pratiquement quasi-disparition des déchets. Alors, tous ces efforts sont très louables et absolument nécessaires. On va devoir le faire d'une manière ou d'une autre, ça c'est clair. Une des limites que rencontrent ces efforts, c'est un phénomène qu'un économiste avait identifié dès le XIXe siècle, qui est Stanley Jevons, qui est ce qu'on appelle maintenant l'effet rebond. On a appelé ça le Jevons paradoxe, mais on appelle ça plutôt aujourd'hui l'effet rebond. C'est quoi cet effet rebond? De manière très simple, pas un phénomène si facile à repérer, pas si facile à mesurer, il y a plein de problèmes autour de ça, mais il y a une réalité qui, derrière tout ça qui est importante à reconnaître. L'effet rebond, c'est quoi? C'est que tout nouveau moyen d'économiser une ressource risque en fait d'augmenter la consommation de cette ressource. Enfin, on va avoir soit un rebond direct, ou alors d'augmenter des ressources qui sont liées, on va avoir un rebond indirect. L'exemple, un moteur de voiture qui consomme moins d'essence permet de faire plus de kilomètres. Ou, si vous avez effectivement réalisé une économie sur votre essence, vous allez avec cette économie vous acheter un billet d'avion pour Cuba. Bon, au final, le bilan de la consommation énergétique, de votre consommation énergétique, ne va pas décliner, au contraire, il va même possiblement augmenter. C'est ça l'idée d'un effet rebond. Non seulement il n'y a pas de déclin de la consommation, mais il y a même rebond. En fait, on l'encourage. Jevons avait vu, donc lui, ce phénomène au sujet des machines à vapeur et de l'utilisation du charbon. Il constatait que les machines à vapeur s'amélioraient, devenaient de plus en plus efficaces. Donc finalement, on a besoin de moins en moins de charbon pour produire le même travail. Donc, a priori, la consommation de charbon aurait dû décliner. Au contraire, ça a au contraire encouragé la consommation du charbon. Ça a rendu cette ressource finalement toujours plus rentable, toujours plus économique à utiliser. Donc, attention aux effets rebonds, qui sont bien souvent totalement ignorés, ou pas abordés dans les discussions sur le sujet. Vous pouvez lire un petit livre publié par Éco-Société qui s'appelle Faire Paradoxe, qui fait un peu le tour de certains de ces problèmes. Il ne le fait pas de manière toujours très, très rigoureuse et systématique, mais ça vous donne une bonne idée de la limite de ces stratégies d'éco-efficience. Quatrième stratégie classique, qui est mise de l'avant notamment par les économistes orthodoxes, qui est le principe de l'internalisation des externalités. Autrement dit, le principe du pollueur-payeur. Bon, une façon de réduire, de diminuer la dégradation de notre environnement naturel, c'est de faire payer ceux qui le dégradent, d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est une vieille solution, Adam Smith le proposait déjà, la situation, c'est la solution de l'utilisateur-payeur, plus généralement, donc ça fait un moment qu'on la propose. Sur le plan écologique, c'est plus récent, mais c'est un raisonnement ancien. La première difficulté de cette solution-là, c'est la mesure de ces coûts externes, de ces externalités. Comment est-ce qu'on évalue le coût de la destruction d'une espèce vivante? Qu'est-ce qu'on a comme critère? Qui va décider? Alors, on voit bien qui risque de décider. Des experts, mais qui vont travailler pour qui? Qui vont avoir quels intérêts? Comment on va se soucier du coût de la disparition d'une espèce, par exemple, pour les générations futures? Comment faire ça? Il y a un vrai problème de mesure, d'évaluation, un problème politique.
faut souligner. La deuxième difficulté, la plus essentielle à mes yeux, c'est que si effectivement on met en place un dispositif d'internalisation véritablement efficace, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire une forme de ralentissement économique, hein, fondamentalement, puisqu'on va faire payer des choses qui jusque-là n'étaient pas payées. Donc la croissance va avoir tendance effectivement à ralentir. Ce qui est très bien du point de vue des croissancistes. Mais on est dans des sociétés croissancistes, on est dans des sociétés qui ont besoin de croissance. Donc ça va se traduire par quoi? Par des formes de refus parfois très violents de ce genre de mesures. Hein. Les écotaxes, mettez en place une vraie bonne écotaxe aujourd'hui sur la consommation d'essence, hein, quelque chose qui vraiment inciterait les gens à utiliser beaucoup moins leur bagnole. Mais ça va être la révolution au Québec. Hein. Bon, les carrés rouges à côté, ça va être la rigolade, ça va être une vraie révolution. Ça va péter. Oui. Donc on a absolument besoin de cette consommation actuellement. Notre société le suppose. Si on joue le jeu vraiment d'internalisation, on va rentrer en contradiction avec ce besoin de consommation et de croissance. Donc, bien sûr que c'est vers ça qu'il faut aller là aussi, mais on ne pourra y aller et ça ne pourra marcher que si on admet l'essentiel, à savoir qu'il faut sortir de la logique croissance. Alors, il reste une dernière objection, c'est-à-dire, attendez, il peut y avoir quand même le progrès technologique. Hein. On peut peut-être trouver des solutions technologiques. On ne sait pas, c'est possible. Et puis, on ne peut pas prédire l'avenir, donc c'est vrai que ça reste une possibilité qu'il faut considérer. Notamment par rapport à ce fameux mur énergétique que j'évoquais tout à l'heure. Donc, ça aussi, ça pourrait justifier finalement d'entretenir la croissance, hein, puisque la croissance peut soutenir aussi une forme de progrès, peut être favorable à des formes d'innovation, notamment sur le plan technologique. Alors, qu'est-ce qui permet d'entretenir quelques doutes? Bon, d'abord, les signes de ce miracle technologique pour l'instant se font attendre. On a beau chercher un peu partout, on ne voit pas la solution actuellement. Même si sur Facebook, il en passe presque tous les jours, là, des solutions où ça y est, on n'a plus besoin d'énergie, on a réglé le problème. Enfin, c'est complètement dingue sur le plan physique. Bref, mais donc, les signaux ne sont pas évidents. Il y a certaines pistes technologiques qui sont préconisées aujourd'hui, qui sont par contre extrêmement inquiétantes. Je pense à notamment tout ce qui est géo-ingénierie, donc tout ce qui est manipulation du climat. Donc ça, c'est vrai que ça fait partie des solutions qui sont sur la table actuellement, et en fait qui sont inquiétantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont probablement utilisables et praticables, à moindre coût. Il y a des possibilités de manipulation qui sont envisageables, mais qui sont extrêmement préoccupantes et inquiétantes. On ne sait absolument pas ce qui va se passer. Si, je ne sais pas, on envoie par exemple du souffle dans l'atmosphère en masse pour essayer de réduire le rayonnement solaire, qu'est-ce que ça va donner à court et à moyen terme? On n'en sait absolument rien. Donc des risques énormes associés à ces pistes-là. Par ailleurs, on retombe aussi dans un autre problème qui est celui des inégalités. Hein. Ces technologies très sophistiquées, à qui vont-elles servir d'abord? À qui vont-elles être utiles? Qui va y avoir accès? Elle risque de ne faire qu'aggraver les injustices actuelles et notre dépendance à nouveau à la machine. Alors voilà, donc voilà pourquoi, du point de vue de la décroissance, on ne croit pas du tout en la possibilité d'une croissance verte. Bon, il y a d'autres arguments, mais c'est les principaux que je donne. Autre objection qu'on peut adresser aux objecteurs de croissance, donc à ceux partisans de la décroissance. Mais bon, d'accord, vous avez peut-être raison, c'est vrai que la croissance nous amène dans le mur, mais finalement, est-ce qu'on a le choix? Est-ce que la croissance, elle n'est pas dans la nature de l'être humain, hein? Est-ce que l'être humain, il ne cherche pas toujours à améliorer sa condition, notamment sur le plan matériel? Est-ce que par ailleurs, il n'entre pas nécessairement en concurrence avec ses semblables, parce que les ressources disponibles sont limitées? Donc, est-ce qu'on peut éviter ça? Est-ce que donc, la croissance n'est pas dans la nature de l'homme, dans une large mesure? Dans ces conditions, est-ce que la seule solution qui nous reste, est-ce que c'est pas finalement le contrôle démographique? Sous-entendu, le vrai problème, il est là. Le vrai problème, c'est qu'il y a trop d'humains sur Terre. Bon. Et la solution, c'est donc qu'il y ait moins d'humains sur Terre. C'est vrai que si vous pensez que la croissance est dans la nature de l'homme, il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Bon, c'est de zigouiller une partie des gens. Bon. Par qui on commence? On peut prendre l'empreinte écologique. On commence par nous, a priori. Hein, c'est par l'Amérique du Nord. C'est là qu'il faut commencer à faire le ménage. Bon. Alors, est-ce que la croissance est dans la nature de l'homme? Donc, moi, je me suis intéressé à la décroissance
croissance, en fait, au départ, vraiment pour des raisons purement intellectuelles, académiques, en faisant de l'anthropologie économique. Et quand on fait un peu d'anthropologie économique, quand on lit de l'histoire, quand on lit de l'ethnologie, bah, on découvre des descriptions d'êtres humains qui n'ont pas l'air d'avoir des besoins illimités, qui n'ont pas l'air d'être portés par cette espèce de pulsion de satisfaire toujours plus de besoins, notamment sur le plan matériel. Hein. On découvre aussi des humains qui n'ont pas l'air d'être forcément des loups pour l'homme, hein, comme la pensée libérale le postule. Du point de vue sociologique, et à mon avis, donc, du point de vue de la décroissance aujourd'hui, il faut inverser en fait, il faut inverser le constat. Le comportement égoïste et hyper consommateur qu'on observe et qu'on adopte, certains d'entre nous, n'est pas la cause de notre société de croissance. Il est probablement beaucoup plus la conséquence de la société de croissance. Je répète, notre comportement égoïste, hyper consommateur, est bien plus la conséquence de la course à la croissance qui nous est imposée et non pas sa cause. Notre société a absolument besoin de produire des humains qui consomment sans arrêt. Si vous arrêtez de consommer demain, pour une raison X ou Y, vous embarquez dans l'ascétisme radical, la société va s'arrêter. Hein. Si on s'arrête demain, tout le monde dit c'est bon, j'en ai assez. Bon, c'est terminé, tout s'écoule effectivement. Hein. Donc on a absolument besoin de cette consommation. Et on va prendre les moyens pour le faire. Hein. On va prendre les moyens pour le faire, on va nous rendre dépendants de la marchandise dans bien des cas. On va évidemment nous laver le cerveau avec la publicité, un budget faramineux à l'échelle mondiale qui va nous soutenir. Puis on va nous, si on n'a pas les moyens de consommer, on va nous donner du crédit facile. Enfin, donc on va mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'on consomme. Donc il faut arrêter de prendre la cause pour l'effet. Ou l'effet pour la cause utilisateur. Alors, non seulement donc, du point de vue anthropologique, il me semble que nous sommes capables de coopérer entre humains, par ailleurs, mais nous en avons en fait profondément besoin. Et nos sociétés aujourd'hui qui nous placent en situation de concurrence permanente les uns contre les autres sont, à mon avis, proprement inhumaines. C'est pourquoi il faut en réinventer les bases. Donc non, la croissance n'est pas dans la nature de l'homme. Il y a quelque chose de profondément inhumain derrière cette course dans laquelle on nous embarque. Bon, donc voilà une autre objection mise de côté, on pourra y revenir si je ne vous ai pas convaincu. Une autre, très fréquente, qui concerne l'association qui organise cette conférence, la croissance, est-ce qu'elle n'est pas un projet de riche? Est-ce que oui, d'accord, on est convaincu, il faut faire de la décroissance, mais ça vaut pour nous. Ça vaut pour nous, occidentaux. Imposer ça au Sud, c'est criminel, c'est totalement injuste. Il faut permettre au Sud de se développer. C'est souvent ce qu'on entend. Alors, poser la question de la décroissance est-elle un projet de risque? D'abord, c'est une question qui présuppose que nous sommes riches. Hein. Bon, alors oui, nous produisons beaucoup de marchandises et nous accumulons beaucoup de capital. Bon, c'est une certaine conception de la richesse, première chose. Par ailleurs, est-ce que nous sommes toujours aussi riches si nous introduisons dans nos calculs le coût de tout ce que nous avons détruit et de tout ce que nous avons accaparé sans jamais les payer? Bon. Alors sur le plan écologique, si on essaye d'introduire l'idée d'une dette écologique, notre richesse, elle va être beaucoup moins importante. Hein. Mais sur un plan social aussi, sur un plan humain. Je vous rappelle la phrase de Frantz Fanon, donc des grandes références des études postcoloniales, qui dit finalement l'Occident est une création du tiers-monde. Donc se souvenir que notre toute-puissance, elle s'est faite aux dépens, dans une large mesure, de l'exploitation violente des pays dits du Sud. Bon. Donc, sommes-nous si riches que ça? Si on fait vraiment les comptes, pas si sûr. Je parle même pas de question d'injustice, juste de comptabilité. Deuxième argument, les effets pervers de la croissance, ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, le caractère destructeur, injuste, aliénant, ils ne sont pas moins problématiques au Sud qu'au Nord. Bien au contraire, ils sont même peut-être plus violents, encore plus évidents. Si vous travaillez, donc, si vous rencontrez des gens qui s'intéressent à ces questions dans les pays dits du Sud, vous verrez que bon, pour eux, la décroissance, oui, c'est pas du tout un problème. Il faut passer par là. Il faut sortir de la logique croissance, y compris au Sud, même si effectivement, sur le plan matériel, les gens vivent dans un grand événement, etc. Il faut en sortir. Il faut se souvenir que la critique des croissancistes, enfin, il faut se souvenir, je vous le dis si vous ne le savez pas,
c'est que les premiers auteurs à avoir fait la promotion de l'idée de décroissance, ce sont des spécialistes du développement. En fait, hein. Ce sont des gens qui ont passé des années, des décennies, à essayer justement d'aider ces pays du Sud à se développer. Et qui, après ces années, reviennent en Occident et disent écoutez, finalement, on les envoie dans le mur, en fait, c'est pire que tout. Hein. Il faut vraiment les sortir de là. Donc ce sont des gens qui connaissent effectivement de très près ce qui se passe là-bas, qui arrivent en disant non, la décroissance est nécessaire pour eux y compris. Troisième argument, troisième réponse à l'objection de la décroissance ne serait-elle pas d'abord un projet de riche. Comme je disais tout à l'heure, la croissance gigantesque du Nord n'a été possible qu'au prix d'une exploitation sans limite du Sud. Et finalement, donc décroître au Nord, peut-être que ça pourrait ouvrir la possibilité de cesser d'appauvrir le Sud. Donc, ça ne garantit pas, mais ça rend la chose possible. Hein. Et tant qu'on soutient la croissance au Nord, c'est sûr qu'on va continuer à appauvrir le Sud. Et avoir des effets pervers que j'évoquais tout à l'heure. J'ai encore deux objections. Mais avez-vous un plan, un programme, un modèle au moins, un modèle à suivre? Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette objection? Puis c'est une exigence, c'est une demande qui est aussi tout à fait légitime. La première chose à dire, peut-être, c'est que partir de l'idée qu'on pourrait avoir un plan qui soit prédéfini, qui soit valable partout, pour tout le monde, probablement quelque chose d'assez dangereux. Hein. Ce serait savoir, nous, décroissancistes, objecteurs de croissance, ce qui est bon pour l'être humain. On sait ce qui est mauvais, là, on le voit, on l'a sous les yeux. Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant pour l'être humain? C'est peut-être plutôt à l'être humain d'en décider. En tout cas, c'est pas à nous, dans notre petit coin, que de bâtir ce plan pour tout le monde. Donc il y a aussi l'idée que la réponse, elle est à trouver en chaque lieu, elle est à trouver localement, hein, elle est à trouver bien sûr démocratiquement. Hein. Donc il faut que les humains puissent, c'est la première exigence, puissent décider effectivement de leur sort, décider de ce que c'est que pour eux une bonne vie collective. C'est pas à nous de leur fournir le plan, leur fournir des idées, simplement pas un plan. L'autre limite qu'on peut souligner, c'est qu'il s'agit d'innovation radicale, il s'agit d'inventer un nouveau monde. Donc il ne s'agit pas de revenir en arrière, il s'agit d'inventer quelque chose de totalement neuf. On ne peut pas planifier l'innovation radicale, on va inventer en marchant. Donc il faut se mettre en marche, il faut avancer, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait un plan tout bâti avant même d'avoir commencé à avancer. Ce qu'on peut faire, c'est se donner des principes, des balises. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Hein. Donc, des solutions, forcément, elles doivent passer par le respect du premier principe. Il faut produire beaucoup moins. Hein. Elles doivent passer par le deuxième principe. Il faut partager beaucoup plus. Et il faut, par ailleurs, que ces solutions nous permettent de décider vraiment de reprendre le contrôle de notre existence. Donc ça, c'est les balises. C'est les principes qu'il faut respecter. Ces critères qui deviennent du coup des critères pour décider. Une proposition qui est très peu souvent mise de l'avant, y compris dans le milieu de la décroissance, qui est un peu un point aveugle de la réflexion aujourd'hui sur la décroissance. Mais il faut revenir à la source. Bon, la croissance, c'est la production de marchandises. Qui est-ce qui produit des marchandises? L'entreprise. L'entreprise est une machine à produire des marchandises et à dégager du profit. Qu'est-ce que ça veut dire s'engager dans la logique de la décroissance? Ça suppose d'arrêter cette machine. Il faut l'arrêter. Il faut tout simplement que l'entreprise à but lucratif disparaisse. C'est une condition sine qua non de la décroissance. Dans la mesure où l'entreprise est ce qui nous donne à manger, ce qui nous donne l'argent pour acheter à manger, donc il faut évidemment trouver des solutions. Il faut stopper le moteur de cette machine, c'est le salariat. Elle repose sur le rapport salarial. Donc il faut trouver des solutions de remplacement. Donc alors ça, il y a plusieurs pistes qui sont sur la table aujourd'hui, qui vont tout un peu dans le même sens. C'est de garantir l'accès à tous de manière inconditionnelle à des moyens d'existence dignes. On peut le faire de différentes manières. Des débats internes, alors on rentre après dans des débats qui sont internes à la décroissance. C'est le projet d'un revenu inconditionnel universel pour tous, donc qui serait un revenu sous forme monétaire. Peut-être plus intéressant, la dotation inconditionnelle d'autonomie, donc une dotation en nature, un droit d'usage, un droit d'accès à des services et un droit d'usage de ressources essentielles garanties à tous.
avec des limites qui seraient définies démocratiquement, là aussi à l'échelle locale, compte tenu de ce dont on dispose. Donc ça, c'est des solutions de remplacement pour faire face à l'arrêt de la machine, à l'arrêt de son moteur qu'est le cerveau. Une des conditions aussi, pour que justement tout le monde ait accès à ces ressources essentielles pour vivre, ça suppose très probablement de remettre en question la propriété privée, en tout cas la propriété privée à but lucratif aussi. Donc, c'est sûr que c'est une mesure qui peut faire peur, qui peut paraître un peu désuète. Elle était déjà dans le manifeste du Parti communiste en 1848, mais il ne faut pas non plus se voiler la face ou faire semblant éviter des sujets qui fâchent. Oui, il faut très probablement remettre en question la propriété lucrative, pas forcément la propriété d'usage. On reprend la formule de Jean-Baptiste, la terre appartient à ceux qui la travaillent. Bon, oui, si vous occupez votre logement, si vous travaillez votre terre, oui, il est peut-être légitime qu'on vous en garantisse l'usage. Par contre, si cette terre, vous l'utilisez pour faire du fric, si votre appartement, vous l'utilisez pour faire du fric, si cette machine, vous l'utilisez pour faire du fric, non. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire arrêter la machine à produire des marchandises. Bon. Dernière objection, j'arrêterai là. Tout cela n'est-il pas terriblement utopique? Alors, la première chose, le premier réflexe, il faut renverser l'accusation. C'est la première chose à faire. L'utopie aujourd'hui, c'est de croire qu'une croissance infinie dans un monde fini est possible. Et à tous ceux qui aujourd'hui continuent à nous embarquer dans ce rêve-là, ce rêve dangereux, il faut porter cette accusation d'utopie, utopie dangereuse. Et donc c'est à eux, à ceux qui défendent aujourd'hui la possibilité d'une croissance indéfinie, c'est à eux de nous montrer qu'elle ne nous conduira pas à la catastrophe. Je ne vois pas bien comment ils vont s'y prendre pour nous en convaincre. Aujourd'hui, je crois que la décroissance, elle n'est plus du tout une option, en fait. C'est une autre façon de répondre à l'objection. La décroissance, elle va se faire d'une manière ou d'une autre, en fait. Soit elle va se faire d'une manière violente, imposée, catastrophique, quand on va buter sur des limites. On a déjà commencé à buter sur ces limites, mais plus on va buter sur ces limites, plus on va tendre vers une décroissance qui va se faire spontanément, mais qui va être désastreuse. Qui va être désastreuse pour les plus fragiles, les plus faibles d'entre nous, les plus démunis. Soit elle va se faire de manière volontaire. Donc le choix qui nous reste, à mon avis, il est là. Décroissance sauvage ou décroissance, si possible contrôlée, si possible volontaire. Personnellement, aujourd'hui, à force de lire sur toutes ces questions, c'est sûr que je crois de moins en moins à la possibilité d'une décroissance volontaire. Ça me paraît effectivement quand même très difficile à envisager au jour d'aujourd'hui. Je ne crois pas que ça doit nous empêcher en même temps d'agir, et j'y crois encore suffisamment pour passer ma soirée à bien en parler avec vous. Donc voilà, je m'arrête.